Le tribunal est déjà informé des éléments essentiels de la situation concernant le Luxembourg par le témoignage de Monsieur le Président Rother, qui a été entendu à l'audience d'hier. Je pourrais donc raccourcir mes explications sur ce dossier, mais il est néanmoins indispensable que je présente au tribunal quelques documents. L'annexion du Luxembourg présente un caractère tout à fait particulier en ceci qu'elle a comporté l'abolition totale de la souveraineté de ce pays occupé. Il s'agit donc d'un cas qui correspond à l'hypothèse que l'on appelait en droit classique la débellatio, c'est-à-dire la cessation des hostilités par la disparition de la personne de droit public de l'un des belligérants. Cette annexion totale du Luxembourg achève de démontrer la préméditation criminelle de l'entreprise du Reich contre cet État envers lequel il s'était lié par des traités diplomatiques, notamment le traité de Londres du 11 mai 1867, le traité d'arbitrage et de conciliation du 2 septembre 1929, et le tribunal sait, par la déposition de M. Reuter, que ces engagements avaient été confirmés d'abord par une démarche diplomatique spontanée du 26 août 1939 de M. von Radowitz, ministre plénipotentiaire d'Allemagne, et ensuite par une déclaration rassurante quelques jours encore avant l'invasion, dans les circonstances qui ont été précisées au tribunal. Étant donné que le Luxembourg, à la différence de l'Alsace et de la Lorraine, qui étaient des départements français, étant donné, dis-je, que le Luxembourg constituait un État, les Allemands ont dû prendre et ont pris, pour réaliser cette annexion de fait, des textes spéciaux portant la suppression des institutions publiques. Deux ordonnances du 22 octobre 1940 prononcent d'une part la dissolution de la Chambre des députés et du Conseil d'État, d'autre part la prohibition des partis politiques luxembourgeois. Ces deux ordonnances sont produites comme documents sous le numéro 801 et sous le numéro 802. Je demande simplement au tribunal de prendre note de ces textes qui sont des textes publics. Dès le 26 août d'ailleurs, une ordonnance allemande avait aboli la formule exécutoire constitutionnelle, selon laquelle la justice est rendue au nom du souverain. À cette formule exécutoire avait été à ce moment substituée une formule selon laquelle la justice était rendue au nom du peuple. Le 15 octobre 1941, la formule fut encore modifiée d'une façon plus franche et devint
au nom du peuple allemand. Je suivrai maintenant, dans mes explications complémentaires, le même ordre d'idées que j'avais adopté pour l'Alsace et pour la Lorraine, et naturellement, je n'insisterai que sur les circonstances qui sont particulières au Luxembourg. Comme dans le cas de l'Alsace et de la Lorraine, les Allemands ont entrepris d'extirper le sentiment national au Luxembourg et de rendre impossible toutes les manifestations de la culture traditionnelle de ce pays. Je citerai ainsi les ordonnances du 28 août 1940 et du 23 octobre 1940 qui proscrivent les associations à but culturel ou éducatif. Comme en Alsace et en Lorraine, les Allemands ont imposé la germanisation des noms et des prénoms. Ceci fait l'objet d'une ordonnance concernant le changement des prénoms et des noms de famille du Luxembourg en date du 31 janvier 1941, document 803. Je signale en passant l'interdiction du port du béret qui s'applique également au Luxembourg selon décret du 14 février 1941. En même temps qu'ils supprimaient les institutions nationales, les Allemands avaient installé, selon leur mode habituel, leur propre administration et avaient désigné un Gauleiter en la personne de Gustave Simon, précédemment Gauleiter de Koblenz-Trier. Au point de vue administratif, le Grand-Duché de Luxembourg fut administré comme Bereich, territoire, du chef de l'administration civile, mais par des administrations allemandes. Au point de vue du Parti national-socialiste, il fut officiellement rattaché au Reich comme dépendant du Moselgau. Je n'insiste pas sur l'introduction de la législation civile et de la législation pénale allemande, qui a été faite dans des conditions identiques à celles que nous avons étudiées pour l'Alsace et pour la Lorraine, et la preuve à cet égard doit être considérée comme suffisamment fournie par le dépôt du rapport officiel du gouvernement du Grand-Duché. En ce qui concerne la nationalité et la conscription, nous observons également le parallélisme entre les dispositions relatives au Luxembourg et celles relatives aux autres pays annexés. À la date du 30 août 1942, deux ordonnances furent promulguées. Il est même à remarquer qu'ici, ces deux ordonnances, dont l'une est relative à la nationalité et l'autre au service militaire, portent exactement la même date.
L'ordonnance sur le service militaire est produite comme document 804 et l'ordonnance sur la nationalité est produite comme document 805. La législation de la nationalité comporte d'ailleurs une disposition qui est particulière au Luxembourg, bien qu'elle soit conforme à l'esprit général de la législation allemande de la nationalité dans les pays annexés. Les Allemands avaient créé au Luxembourg diverses organisations du type nazi. Cette acquisition de nationalité n'est donnée qu'à titre révocable. Ceci est précisé dans le dernier paragraphe du titre 1 de cette ordonnance, document 805. En fait, cette dation de la nationalité, dans ce cas spécial, n'avait de valeur que pour une durée de 2 ans à titre provisoire. En même temps que les nazis établissaient la conscription, ils rendaient obligatoire pour les jeunes luxembourgeois le service dans les formations prémilitaires de la Hitlerjugend. Ceci fait l'objet du 25 août 1942 sur les camps de la jeunesse hitlérienne qui constitue le document 806. Enfin, de même qu'en Alsace et en Lorraine, le travail obligatoire fut imposé au Luxembourg, non seulement pour les hommes, mais également pour les femmes, et à l'égard de tâches d'intérêt militaire. Ces prescriptions résultent notamment de 3 ordonnances. Une ordonnance du 23 mai 1941, une ordonnance du 10 février 1943 et une ordonnance du 12 février 1943. Ces 2 dernières ordonnances sont produites comme documents 807 et 808. Je désirerais maintenant citer une autre circonstance particulière au Luxembourg, dont la preuve figure dans le rapport officiel du gouvernement du Luxembourg, qui a été déjà déposé au tribunal. Au terme de ce rapport, page 4, paragraphes 7 à 8, il est précisé, la citation est très courte, et je n'ai pas remis dans mon livre de documents tout le rapport du Luxembourg qui a été fait. Je ne cite qu'une phrase qui est à la référence que je donne. Par ordonnance parue au journal officiel pour le Luxembourg de 1942, page 232, une partie de la population luxembourgeoise fut forcée d'entrer dans les cadres d'un corps appelé Sicherheits- und Hilfsdienst, formation paramilitaire, uniformée et comportant des exercices militaires. Une partie fut envoyée de force en Allemagne pour y accomplir des tâches hautement dangereuses lors des attaques aériennes des forces alliées. Fin de la citation du rapport luxembourgeois. Les nazis ont fait un effort particulier pour obtenir la nazification du Luxembourg
Et ils ont imaginé dans ce pays un procédé particulier, un plan dont la conception originale était fondée sur l'élément linguistique. Ils ont développé la thèse officielle que le Grand-Duché de Luxembourg appartenait à l'espace linguistique allemand. Ils ont fait toute une propagande sur ce thème que le dialecte parlé au Luxembourg, de la Moselle, constituant une variante du haut-allemand. Et c'est après avoir développé ce thème qu'ils ont fait un recensement de la population dont le témoin a parlé hier au tribunal. Je précise que ce recensement a eu lieu le 10 octobre 1941. J'ai désiré faire entendre le témoin sur ce point, car aucune indication sur les résultats du recensement n'était fournie dans le rapport gouvernemental. Et le tribunal sait maintenant pour quelle raison, puisque le tribunal a appris que les autorités allemandes avaient interrompu immédiatement le recensement dès qu'elles avaient constaté que le nombre de personnes qui répondaient d'une façon conforme à leurs désirs était un nombre ridicule. Après cet échec, les Allemands considérèrent que le dialecte luxembourgeois avait cessé d'être pour eux un ami politique. Et par une circulaire du 13 janvier 1942, que je produis comme document 809, on interdit aux fonctionnaires l'usage de ce dialecte dans toute conversation avec le public, tant oralement que par téléphone, ce qui pouvait gêner un grand nombre de personnes. L'entreprise de la nazification s'est poursuivie d'autre part par la création de groupements inspirés de l'esprit habituel. J'ai déjà cité le principal de ces groupements, qui était la Volksdeutsche Bewegung, et je citerai seulement pour finir sur ce point une phrase du rapport luxembourgeois qui est ainsi conçue. L'adhésion à la Volksdeutsche Bewegung fut la condition sine qua non du maintien des fonctionnaires à leur poste, des employés privés à leur place, des personnes des carrières libérales dans l'exercice de leur profession, avocats, médecins, etc., des industriels dans leurs fonds, de tout le monde en son gagne-pain. La contrainte fut marquée par des congédiements, des déplacements hors du pays et des déportations de familles entières. Fin de la citation. Les sanctions prises contre les Luxembourgeois qui refusaient ces sollicitations étaient accompagnées d'une formule qui est très révélatrice de la mentalité nazie et que je lirai au tribunal d'après le texte qui est reproduit dans le rapport gouvernemental. C'est une très courte citation. En raison de leur attitude, ces personnes n'offrent pas la garantie qu'elles rempliront d'une façon exemplaire, à tout moment et sans réserve, au cours et en dehors de leur activité professionnelle, les devoirs qui trouvent leur fondement
dans l'institution de l'administration civile à Luxembourg et dans l'attitude pro-allemande, sikh, de la population. Les nazis ont également cherché à développer au Luxembourg le corps des SA. Yes. Have we got this report, this governmental report deposited? Le rapport du gouvernement du Luxembourg a été déposé au tribunal par mon collègue M. Dubos. Thank you. Comme je n'en fais que des citations très courtes, je me suis permis de ne pas le joindre à mon livre de documents. Yes. Mr. Farr, it would help me if when you're citing, without citing a document in the document book, if you gave me the page of the dossier on which Je donnerai cette page dans un instant au tribunal, la page de la citation que je viens de faire. I think it's on page 3399. C'est page 4, Monsieur le Président. Mon collaborateur m'indique qu'il s'agit de la page 4 du rapport du Luxembourg. Les nazis ont encore utilisé, naturellement, toutes sortes de moyens de contrainte pour obtenir des adhésions à ce corps des SA, ainsi qu'au corps motorisé des SA, qui est désigné par les initiales NSKK. Je désirerais maintenant indiquer au tribunal qu'un effort particulier a été dirigé vers la jeunesse, parce que les nazis ont pensé qu'il serait plus facile de faire accepter leurs préceptes et leurs doctrines par des jeunes gens, et même, je dois le dire, par des enfants. Je crois pouvoir citer au tribunal le document 810, qui est une circulaire du 22 mai 1941, adressée au directeur des écoles supérieures. Ce document est très court, je me permettrai d'en donner lecture. Sur ordre, citation, sur ordre du Gauleiter, tous les membres du corps enseignant sont obligés d'acquérir jusqu'au 1er juin 1941 le livre du Führer Mein Kampf. D'ici au 1er septembre 1941, chaque membre du personnel enseignant doit me faire parvenir une déclaration écrite sur l'honneur attestant qu'il a lu l'ouvrage. Les Allemands pensaient donc que la lecture obligatoire de Mein Kampf, pour laquelle ils prévoyaient un délai de 3 mois, nécessaire à l'assimilation de cette doctrine importante, pourrait convaincre les professeurs et qu'eux-mêmes enseigneraient ensuite leurs élèves dans l'esprit officiel. Voici maintenant un autre document, qui est le document 811, que je me permets de lire au tribunal, parce qu'il n'est pas long et il est également très caractéristique. Extrait du recueil des circulaires
adressées aux élèves de l'Allen-Nonix, Luxembourg, le 16 juin 1941. Il sera du devoir de tout élève de se lever, lorsque le maître apparaîtra pour commencer son cours, et au moment où il quittera la classe, une fois le cours terminé. Le salut allemand sera exécuté de la façon suivante. A. Levez le bras droit tendu à la hauteur de l'épaule. B. Criez Heil Hitler. Les élèves sont obligés de répondre au professeur, qui commenceront et termineront leur cours par le même salut. Ont atteint leur point culminant avec l'imposition du serment de fidélité à Hitler, serment qui a été imposé aux gendarmes et aux policiers. Je me réfère sur ce point au témoignage qui a été donné par M. Rother, qui a donné cette précision terrible que les réfractaires avaient été déportés et ensuite en grande majorité fusillés. J'offre également en preuve sur ce point le rapport du gouvernement qui donne les indications correspondantes à la page 12. Naturellement, comme dans les autres territoires annexés, les Luxembourgeois ne se prêtaient point et ne se pliaient point à ces entreprises allemandes. Et là aussi, on a voulu briser la résistance par la terreur. Je dois mentionner un texte particulier qui est une ordonnance du 2 juin 1941. Ce sera le document 812 qui porte comme titre « Ordonnance sur la mise en vigueur dans le Luxembourg de la loi du 10 février 1936 sur la Gestapo ». Ce titre suffit à indiquer le sujet. La Gestapo a institué au Luxembourg des tribunaux d'exception, un tribunal d'exception sommaire appelé Standgericht et des tribunaux de SS. Ces juridictions, si l'on peut employer ce terme de juridiction, ont prononcé de nombreuses condamnations pour raisons politiques. Un tableau complètement détaillé de ces condamnations constitue une des annexes du rapport du gouvernement. Pour un seul tribunal, le Standgericht, dont j'ai parlé tout à l'heure, 16 condamnations à mort, 384 condamnations à des peines privatives de liberté. Mais ce tribunal n'était pas le seul, et le rapport précise, le témoin l'a d'ailleurs confirmé, qu'il y a eu environ 500 condamnés à mort dans ce pays, ce qui est considérable, étant donné que sa population n'est pas extrêmement nombreuse. Il y a lieu, je crois également, de mentionner qu'au point de vue de la germanisation, les mesures de déportation que le tribunal connaît déjà par le témoignage de M. Rother et qui sont précisées par le rapport, ces mesures de déportation ont été appliquées systématiquement à l'élite intellectuelle du pays, au clergé et aux personnes qui avaient servi dans l'armée. Cette circonstance démontre bien la volonté de supprimer l'armature sociale, intellectuelle, morale de ce pays. Le rapport luxembourgeois fournit en annexe ces listes nominales
pour les déportations des officiers, des magistrats, des hommes qui étaient intervenus dans la politique du Grand-Duché, des écrivains, de dirigeants économiques, et particulièrement, je ne citerai qu'un chiffre, sur un point qui est frappant, nous voyons que les Allemands ont expulsé ou déporté 75 ecclésiastiques, ce qui, par rapport à une population comme celle du Luxembourg, exprime clairement la volonté de paralyser complètement l'exercice du culte. Le rapport officiel précise d'ailleurs que les biens des ordres religieux avaient été saisis et que la plupart des immeubles consacrés au culte ont été détruits ou profanés. Sur la colonisation agricole, un seul mot, une association, une organisation appelée Für Deutsche Volkstum und Siedelung se chargeait de liquider les biens des déportés luxembourgeois au profit de Tyroliens du Sud qui étaient installés dans le Grand-Duché. Colonisation industrielle et économique, nous retrouvons ici les mêmes procédés, les mêmes spoliations, et par conséquent, je ne désirerai pas revenir sur des explications dont le tribunal connaît déjà le thème de développement. Mais je désirerais ici citer cependant un exemple concernant le Luxembourg, d'abord parce que, sur des points même généraux, je pense que la bonne méthode consiste à procéder par un exemple documentaire, et aussi parce que, de cet exemple, de ce document que je vais citer, je pense que l'on peut déduire des conclusions intéressantes au point de vue de l'accusation. Le document que je vais citer est relatif à un cas qui s'est produit parmi d'autres. Un cas dans lequel les autorités allemandes ont voulu obliger des particuliers, des sociétés économiques, à céder leurs actifs, à céder le contrôle de leurs affaires à des Allemands. C'est cela la colonisation. Cela consiste à installer des nationaux allemands dans des affaires qui ont un actif important et une fonction économique. Et le ministère de l'économie du Reich s'occupait lui-même de ces procédés illicites destinés à spolier des particuliers et à germaniser l'économie du pays. Le document que je vais lire au tribunal porte le numéro 813. Il est fourni à titre de document par le gouvernement du Luxembourg. Il est d'ailleurs en original, avec la signature. C'est un document a en tête le ministre de l'économie du Reich, Berlin, le 5 janvier 1942. Cette lettre sur en tête du ministre de l'économie du Reich est signée par ordre Dr Sager. Il s'agit donc d'un subordonné agissant régulièrement, administrativement, sur l'ordre de son ministre. C'est le document 813, le dernier de mon dossier, l'avant-dernier. Cette lettre porte la mention secret, concerne accumulateur Tudor,
SA, Bruxelles, et elle est adressée à la fabrique d'accumulateurs aux mains de M. von Oldendorf, Berlin, place Ascanienne, numéro 3. Le tribunal comprend que le ministre de l'économie s'adresse à la firme allemande qui doit être le bénéficiaire de la pression que l'on va exercer sur la firme luxembourgeoise. Citation. Me référant à nos entretiens réitérés, je vous confirme qu'il est de l'intérêt de l'Empire et à considérer comme très désirable que votre société obtienne une participation décisive dans la société anonyme des accumulateurs Tudor. Cet intérêt de l'Empire n'est pas en dernier lieu fondé sur des exigences d'ordre économique de la défense nationale. Pour l'obtention de cette participation décisive, les actions appartenant à M. Léon Laval, précédemment à Luxembourg et actuellement à Mergentheim, entrent en premier lieu en ligne de compte. Il ne s'agit pas uniquement des actions que ce dernier possède personnellement, mais en plus du paquet des 3000 actions Tudor se trouvant entre les mains de Sogeco. Je viens maintenant au paragraphe très important. Je demande en conséquence d'entamer immédiatement les négociations nécessaires. Je tiens à faire remarquer que vous aurez en premier lieu à solliciter de la Gestapo l'autorisation de la police de l'État de négocier avec M. Laval et ensuite à demander à cette dernière l'accord au transfert de ses actions à votre société dans le cas où M. Laval donnerait son accord. J'ai mis la Gestapo au courant de la question. Si le résultat de vos négociations le rendait utile, je serais prêt à attirer une fois de plus l'attention de la Gestapo sur l'urgence de votre mission. Fin de la citation. Je dois maintenant faire connaître au tribunal, comme complément de ceci, le document 814. C'est la continuation de la manœuvre où nous avons vu s'associer le ministre de l'économie du Reich avec la Gestapo pour obtenir une spoliation particulière. Cette lettre est une lettre adressée au particulier qu'il fallait obliger à vendre ses actions, le docteur ingénieur Léon Laval. Et nous allons voir qui va lui écrire. Voici le texte de cette lettre qui est datée à Luxembourg le 14 janvier 1942 et qui porte l'entête du commandement de choc de la police de sûreté et du SD à Luxembourg. Citation. Vous avez à vous tenir à la date de 19 janvier 1942 et les jours suivants dans votre habitation, à la disposition du représentant de l'accumulatoren Fabrik AG Berlin, Monsieur le directeur von Oldendorf. Interruption de la citation. Le tribunal reconnaît le nom de von Oldendorf, qui était le destinataire de la lettre du ministre de l'économie du Reich, document précédent. Continuation de la citation. Monsieur von Oldendorf, qui se trouve en possession d'une autorisation spéciale du Reichssicherheitsamt, s'entretiendra avec vous de questions d'affaires.
Heil Hitler. Signé Hartmann. Fin de la citation. Le tribunal conçoit bien que si j'avais lu ces deux documents, à titre d'exemple, ce n'est pas parce que je trouve très important dans le cadre de ce procès que les accumulateurs Tudor aient été dépouillés, encore que cette circonstance soit un acte illicite commis à leur préjudice. Mais je désirais, et je crois que c'est un point important dans ce procès, souligner, et je le ferai chaque fois que les documents m'en donneront l'occasion, ces méthodes allemandes ont atteint leur point culminant avec l'imposition du serment de fidélité à Hitler, serment qui a été imposé aux gendarmes et aux policiers. Je me réfère sur ce point au témoignage qui a été donné par M. Rother, qui a donné cette précision terrible que les réfractaires avaient été déportés et ensuite en grande majorité fusillés. J'offre également en preuve sur ce point le rapport du gouvernement qui donne les indications correspondantes à la page 12. Naturellement, comme dans les autres territoires annexés, les Luxembourgeois ne se prêtaient point et ne se pliaient point à ces entreprises allemandes. Et là aussi, on a voulu briser la résistance par la terreur. Je dois mentionner un texte particulier qui est une ordonnance du 2 juin 1941. Ce sera le document 812 qui porte comme titre « Ordonnance sur la mise en vigueur dans le Luxembourg de la loi du 10 février 1936 sur la Gestapo ». Ce titre suffit à indiquer le sujet. La Gestapo a institué au Luxembourg des tribunaux d'exception, un tribunal d'exception sommaire appelé Standgericht et des tribunaux de SS. Ces juridictions, si l'on peut employer ce terme de juridiction, ont prononcé de nombreuses condamnations pour raisons politiques. Un tableau complètement détaillé de ces condamnations constitue une des annexes du rapport du gouvernement. Pour un seul tribunal, le Standgericht, dont j'ai parlé tout à l'heure, 16 condamnations à mort, 384 condamnations à des peines privatives de liberté. Mais ce tribunal n'était pas le seul, et le rapport précise, le témoin l'a d'ailleurs confirmé, qu'il y a eu environ 500 condamnés à mort dans ce pays, ce qui est considérable, étant donné que sa population n'est pas extrêmement nombreuse. Il y a lieu, je crois, également de mentionner qu'au point de vue de la germanisation, les mesures de déportation que le tribunal connaît déjà par le témoignage de M. Rother et qui sont précisées par le rapport, ces mesures de déportation ont été appliquées systématiquement à l'élite intellectuelle du pays, au clergé et aux personnes qui avaient servi dans l'armée. Cette circonstance démontre bien la volonté de supprimer l'armature sociale, intellectuelle, morale de ce pays.
Le rapport luxembourgeois fournit en annexe ces listes nominales pour les déportations des officiers, des magistrats, des hommes qui étaient intervenus dans la politique du Grand-Duché, des écrivains, de dirigeants économiques, et particulièrement, je ne citerai qu'un chiffre, sur un point qui est frappant, nous voyons que les Allemands ont expulsé ou déporté 75 ecclésiastiques, ce qui, par rapport à une population comme celle du Luxembourg, exprime clairement la volonté de paralyser complètement l'exercice du culte. Le rapport officiel précise d'ailleurs que les biens des ordres religieux avaient été saisis et que la plupart des immeubles consacrés au culte ont été détruits ou profanés. Sur la colonisation agricole, un seul mot, une association, une organisation appelée Für Deutsche Volkstum und Siedelung se chargeait de liquider les biens des déportés luxembourgeois au profit de Tyroliens du Sud qui étaient installés dans le Grand-Duché. Colonisation industrielle et économique, nous retrouvons ici les mêmes procédés, les mêmes spoliations, et par conséquent, je ne désirerai pas revenir sur des explications dont le tribunal connaît déjà le thème de développement. Mais je désirerai ici citer cependant un exemple concernant le Luxembourg, d'abord parce que, sur des points même généraux, je pense que la bonne méthode consiste à procéder par un exemple documentaire, et aussi parce que, de cet exemple, de ce document que je vais citer, je pense que l'on peut déduire des conclusions intéressantes au point de vue de l'accusation. Le document que je vais citer est relatif à un cas qui s'est produit parmi d'autres. Un cas dans lequel les autorités allemandes ont voulu obliger des particuliers, des sociétés économiques, à céder leurs actifs, à céder le contrôle de leurs affaires à des Allemands. C'est cela la colonisation. Cela consiste à installer des nationaux allemands dans des affaires qui ont un actif important et une fonction économique. Et le ministère de l'économie du Reich s'occupait lui-même de ces procédés illicites destinés à spolier des particuliers et à germaniser l'économie du pays. Le document que je vais lire au tribunal porte le numéro 813. Il est fourni à titre de document par le gouvernement du Luxembourg. Il est d'ailleurs en original, avec la signature. C'est un document a en tête le ministre de l'économie du Reich, Berlin, le 5 janvier 1942. Cette lettre sur en tête du ministre de l'économie du Reich est signée par ordre Dr Sager. Il s'agit donc d'un subordonné agissant régulièrement, administrativement, sur l'ordre de son ministre. C'est le document 813, le dernier de mon dossier, l'avant-dernier. Cette lettre porte la mention secret
concerne Accumulateur Tudor, SA, Bruxelles, et elle est adressée à la fabrique d'accumulateurs aux mains de M. von Oldendorf, Berlin, place Ascanienne, numéro 3. Le tribunal comprend que le ministre de l'économie s'adresse à la firme allemande qui doit être le bénéficiaire de la pression que l'on va exercer sur la firme luxembourgeoise. Citation. Me référant à nos entretiens réitérés, je vous confirme qu'il est de l'intérêt de l'Empire et à considérer comme très désirable que votre société obtienne une participation décisive dans la société anonyme des accumulateurs Tudor. Cet intérêt de l'Empire n'est pas en dernier lieu fondé sur des exigences d'ordre économique de la défense nationale. Pour l'obtention de cette participation décisive, les actions appartenant à M. Léon Laval, précédemment à Luxembourg et actuellement à Mergentheim, entrent en premier lieu en ligne de compte. Il ne s'agit pas uniquement des actions que ce dernier possède personnellement, mais en plus du paquet des 3000 actions Tudor se trouvant entre les mains de Sogeco. Je viens maintenant au paragraphe très important. Je demande en conséquence d'entamer immédiatement les négociations nécessaires. Je tiens à faire remarquer que vous aurez en premier lieu à solliciter de la Gestapo l'autorisation de la police de l'État de négocier avec M. Laval et ensuite à demander à cette dernière l'accord au transfert de ses actions à votre société dans le cas où M. Laval donnerait son accord. J'ai mis la Gestapo au courant de la question. Si le résultat de vos négociations le rendait utile, je serais prêt à attirer une fois de plus l'attention de la Gestapo sur l'urgence de votre mission. Fin de la citation. Je dois maintenant faire connaître au tribunal, comme complément de ceci, le document 814. C'est la continuation de la manœuvre où nous avons vu s'associer le ministre de l'économie du Reich avec la Gestapo pour obtenir une spoliation particulière. Cette lettre est une lettre adressée au particulier qu'il fallait obliger à vendre ses actions, le docteur ingénieur Léon Laval. Et nous allons voir qui va lui écrire. Voici le texte de cette lettre qui est datée à Luxembourg le 14 janvier 1942 et qui porte l'entête du commandement de choc de la police de sûreté et du SD à Luxembourg. Citation. Vous avez à vous tenir à la date de 19 janvier 1942 et les jours suivants dans votre habitation, à la disposition du représentant de l'Accumulatoren Fabrik AG Berlin, Monsieur le directeur von Oldendorf. Interruption de la citation. Le tribunal reconnaît le nom de von Oldendorf, qui était le destinataire de la lettre du ministre de l'économie du Reich, document précédent. Continuation de la citation. Monsieur von Oldendorf, qui se trouve en possession d'une autorisation spéciale du Reichssicherheitsamt
s'entretiendra avec vous de questions d'affaires. Heil Hitler. Signé Hartmann. Fin de la citation. Le tribunal conçoit bien que si j'eus lu ces deux documents, à titre d'exemple, ce n'est pas parce que je trouve très important dans le cadre de ce procès que les accumulateurs Tudor aient été dépouillés, encore que cette circonstance soit un acte illicite commis à leur préjudice. Mais je désirais, et je crois que c'est un point important dans ce procès, souligner, et je le ferai chaque fois que les documents m'en donneront l'occasion, est représenté par les filiales locales du Parti national-socialiste et par les formations de même inspiration qui cherchaient à grouper des nationaux du pays. Ces organisations servirent d'auxiliaires aux autorités allemandes et dans un cas déterminé, en Norvège, elles ont fourni la base d'un prétendu gouvernement. J'ai tenu à tracer ce tableau car il m'apparaît que l'on doit en tirer une conclusion intéressante pour l'accusation dans un ordre d'idées que j'ai déjà effleuré au cours de mon exposé sur le Luxembourg. Nous voyons en effet que l'entreprise allemande d'usurpation de souveraineté a été réalisée par l'action d'organes différents qui se sont trouvés associés dans cette action. Dans les pays occupés, l'usurpation, et nous n'oublions pas que c'est cette usurpation qui a été le procédé de réalisation des crimes. L'usurpation, disais-je, n'a pas été l'œuvre exclusive d'un fonctionnaire ou d'un ambassadeur ou d'un commandant militaire. Dans les pays dotés d'un commissaire du Reich, il existait aussi une administration militaire. Dans des pays placés sous la seule autorité réglementaire de l'armée, il existait aussi des agents diplomatiques. Dans tous, il existait des autorités policières. Dans tous ces pays occupés, il y a eu du fait de l'occupation et du fait de l'usurpation de la souveraineté des abus et des crimes systématiques. Le tribunal en connaît déjà beaucoup. Quelques autres lui seront encore indiqués. En conséquence de ce que je viens de dire, nous voyons que la responsabilité de ces abus n'atteint pas seulement l'une ou l'autre des administrations que nous avons distinguées, elle les atteint toutes. Si, par exemple, il est exact qu'il n'y avait pas en Belgique de représentation diplomatique, cette représentation existait en France et au Danemark. Ainsi, le département des affaires étrangères et son chef ne pouvaient ignorer les conditions de l'occupation qui, quant aux traits principaux, ont été homologues dans les différents pays. Au surplus, ces administrations coexistantes n'avaient pas, comme je le disais tout à l'heure, de partage d'attributions fixe. Même si ce partage d'attributions avait existé, il faut remarquer que la responsabilité et la complicité de chacun dans l'action des autres auraient suffisamment résulté de leur connaissance nécessaire et de leur approbation au moins implicite
quant à cette action. Mais de surcroît, ce partage n'existe pas, et nous démontrerons que toutes étaient associées et complices dans l'action commune. Or, ce fait même emporte encore une conséquence plus étendue. L'association et la complicité de ces différents organismes entraînent une responsabilité d'ordre général à l'égard de tous les dirigeants et de toutes les organisations qui sont accusés ici. Je vais préciser ma pensée par un exemple. Si, par exemple, tous les abus et tous les crimes étaient l'œuvre seulement de l'armée, sans aucune interférence, peut-être serait-il possible, pour une personnalité ou pour une organisation qui n'avait pas d'attribution militaire, de prétendre qu'elle ne connaissait pas ces abus et ces crimes. Je pense que cette thèse serait, même dans ce cas, difficile à soutenir, étant donné que l'ampleur extraordinaire des entreprises que nous dénonçons ne permettait pas qu'elles soient ignorées par quiconque exerçait une autorité à une instance élevée. Mais en fait, puisque plusieurs administrations sont conjointement responsables, il en résulte nécessairement que les autres instances sont responsables aussi. Car l'affaire à ce point n'est plus l'affaire d'une administration ou même de 3 administrations, mais celle de toutes les administrations, et elle atteint l'élément consubstantiel à toutes les autorités étatiques. Je parlerai tout à l'heure de l'ordre de déporter les Juifs, et je démontrerai que cet ordre a résulté d'une action commune de l'administration militaire, de l'administration diplomatique et de la police de sécurité dans le cas de la France. Il en résulte que, d'une part, le chef du haut commandement, d'autre part, le ministre des Affaires étrangères, de troisième part, le chef de la police de sûreté et du service de sécurité du Reich, ces 3 personnes étaient nécessairement au courant et approuvaient nécessairement cette action, car il est évident que leur service ne les tenait pas à l'insu de semblables initiatives concernant des affaires importantes et où, au surplus, les décisions étaient concertées à chaque échelon entre 3 administrations différentes. Administrations différentes. Administrations différentes. Administrations différentes. Administrations différentes. Ces 3 personnalités sont donc responsables et coupables. Mais faut-il penser que par un hasard extraordinaire, parmi les personnes qui dirigeaient le Reich, à titre de ministre ou à des titres équivalents, ces 3 personnes se trouvaient être des criminels et se trouvaient seules être des criminels, et qu'elles se sont mises d'accord pour cacher aux autres leur action criminelle. Cette idée est évidemment absurde, étant donné l'interpénétration de tous les services d'exécution dans un État moderne. Tous les dirigeants du Reich ont nécessairement connu et accepté les usurpations de la souveraineté dans les pays occupés et les abus criminels qui en ont été la conséquence.
dans ce chapitre. Je parlerai ensuite, en premier lieu, du Danemark, qui est un cas particulier. Je parlerai ensuite de l'administration civile qui a existé en Norvège et en Hollande. Je parlerai enfin de l'administration militaire qui était le régime de la Belgique et de la France. Je pense qu'il conviendrait peut-être au tribunal de faire la suspension maintenant, ou si le tribunal désire que je continue mon dossier tout de suite. We'll adjourn now, Mr. Ford. Monsieur le Président, après la suspension, je désirerais faire appeler le témoin dont j'ai parlé hier au tribunal. Je mentionne cependant un fait. Hier, l'avocat de Seyss-Inquart avait demandé d'avoir la possibilité de contre-interroger ce témoin lundi. Or, monsieur le sénateur Foring, qui est mon témoin, se trouve dans l'obligation absolue de quitter Nuremberg ce soir. Je pense donc que l'avocat de l'accusé Seyss-Inquart pourra accepter de le contre-interroger aujourd'hui même. Je désirais en tout cas le prévenir de cette modification à la proposition que j'avais faite hier. Wouldn't it be possible, if the counsel for Kaltenbrunner finds that he wants to cross-examine him, I beg your pardon, the counsel for Seyss-Inquart wants to cross-examine the witness, that the witness might be brought back at some other date? Le témoin pourra revenir à une autre date, naturellement, Yes, en cas de nécessité. that's what I meant. Let him go this evening in accordance with arrangements that he's made, and then at some date convenient to him, he can be brought back. Yes, very well. If the defendant's counsel wants to cross-examine him.